qu'est-ce que la querelle des universaux? Et puis, pourquoi s'intéresser à la philosophie au Moyen-Âge? C'est à ces questions que nous allons répondre, mais ça sera après notre petit générique. Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, la querelle des universaux, s'est déroulée au Moyen-Âge, mais en fait elle a pris ses sources dans l'Antiquité, en particulier dans l'œuvre d'Aristote. Alors, il peut sembler bizarre de s'intéresser à la philosophie au Moyen-Âge, et pas à la philosophie du Moyen-Âge. Ça sous-entendrait qu'il n'y avait qu'une. Alors qu'en fait, on va voir, il y avait des débats, il y avait une querelle. Tellement, enfin, en général, on pense que le Moyen-Âge est une période obscurantiste, dominée par la religion, et où donc il n'y avait quasiment aucune liberté de penser. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est pas tout à fait faux non plus, il faut reconnaître que la religion avait une grande place au Moyen-Âge, et que tous les philosophes, oui, tous les penseurs de l'époque étaient croyants, ils étaient chrétiens, ou musulmans d'ailleurs, parce qu'il y a quand même eu une philosophie arabe très intéressante, et comment dire, et généralement, ils étaient ou bien théologiens, ou bien moines, quoi, donc ils étaient très très liés à la religion. Mais ça n'empêche que leur façon de penser, les questions qu'ils se sont posées sur certains problèmes, qui parfois étaient des problèmes théologiques, mais la façon dont ils les ont abordés, ou plutôt la façon avec lesquelles ils ont abordé ces questions, ne sont pas totalement étrangères à nos interrogations contemporaines. C'est d'ailleurs ce que dit Claude Panassiot de l'Université du Québec à Montréal, dans un article intitulé « Le nominalisme d'Occam, et la représentation mentale », il dit « Il y a une prise de conscience nette, ces dernières décennies, d'affinité frappante entre la philosophie de la fin du Moyen-Âge, donc celle du XIVe siècle surtout, et la philosophie analytique contemporaine. » Voilà. Et pourtant, la philosophie analytique, c'est vraiment une des philosophies les plus contemporaines qui soient, les plus modernes. Et donc, il y a Claude Panassiot voit des affinités entre la philosophie du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, et donc la philosophie qui s'est développée à l'occasion de cette querelle des universaux, et la philosophie analytique contemporaine. Alors, comme je vous l'ai dit, cette querelle, ce débat philosophique qui s'est étalé sur 2 siècles à peu près, entre le XIIe et le XIVe siècle, prend ses sources dans la philosophie d'Aristote, et en particulier dans un ouvrage qui s'appelle « Les catégories », qui fait partie de l'Organon. Alors l'Organon, c'est une espèce de super ouvrage d'Aristote qui regroupe tous ses livres sur la logique. Et donc, dans l'ouvrage où c'est situé le problème, où on peut situer l'origine du problème des universaux, c'est dans les catégories. Alors, je ne vais pas vous lire le texte intégral, je vais vous le mettre en surimpression, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez arrêter l'image pour le lire, mais je vais vous en présenter les grandes lignes. Comment dire? Donc, dans les catégories, Aristote fait la distinction entre 2 types de substances, ce qu'il appelle les substances premières, qui sont... Alors en fait, Aristote parle surtout des êtres vivants. Donc la substance première, c'est un humain ou bien un cheval. C'est un humain, c'est Platon, Socrate, souvent prenait l'exemple de Socrate à l'époque. Donc Socrate est une substance première. Et les substances secondes, ce sont des catégories de substances premières. Et donc il en distingue deux substances secondes, les espèces et les genres. Donc Socrate appartient à l'espèce homme, humaine, l'espèce humaine, et le genre, c'est le genre animal. Alors qu'un cheval appartient à l'espèce cheval, et le même genre que Platon, ou que Socrate, c'est le genre animal.
Donc voilà. Faut reconnaître que donc là, Aristote fait cette distinction, mais il ne nous dit pas exactement ce que sont ces substances secondes. Et quand on lit tous les ouvrages d'Aristote, on se rend compte que, parce que donc il aborde la question dans plusieurs ouvrages, et on se rend compte qu'il évolue parfois un petit peu sur ce que sont les substances secondes. Alors, peut-être que c'est sous, comment dire, on sait qu'Aristote a été formé dans l'académie de Platon, donc au départ il avait peut-être une position très platonicienne, et puis qu'il s'en est éloigné, mais comme on ne sait pas non plus dans quel ordre il a écrit ses ouvrages, c'est difficile de savoir dans quel sens il a évolué. Mais enfin, donc il y a une certaine ambiguïté d'Aristote sur ce que sont les substances secondes. Cette question a été reprise beaucoup plus tard par Porphyre. Porphyre est un philosophe néoplatonicien qui a vécu à Tyr, donc c'était à peu près au Liban, au IIIe siècle, entre le 3e et le 4e siècle de notre ère. Et Porphyre a écrit plusieurs ouvrages, en particulier il fait des commentaires sur les ouvrages d'Aristote. Et il en a écrit un qui est une introduction aux catégories d'Aristote dont je viens vous parler, qui s'appelle l'isagogée. Et là, il se pose des questions par rapport aux substances secondes. Et donc, il décrit ce qu'on appelle le questionnaire de Porphyre. Alors là, c'est pareil, je vais vous mettre en surimpression le texte intégral du questionnaire de Porphyre. Mais disons qu'en gros, Porphyre se demande ce que sont ces substances secondes. Est-ce qu'elles existent vraiment? Vous voyez, est-ce que ce sont vraiment des substances? Et est-ce qu'elles existent dans les substances premières ou bien à l'extérieur des substances premières? Par exemple, dans le monde des idées, le monde des formes de Platon, ça correspondrait assez bien. Vous voyez? Donc en fait, il se pose ce genre de questions. Et alors en néoplatonicien, il aurait pu dire, bon ben voilà, les substances secondes, ce sont les formes en effet correspondant aux formes de Platon. Mais en fait, il ne va pas jusque-là et il dit non, je ne vais pas répondre à ces questions, c'est un sujet qu'on verra plus tard. Et a priori, il n'y a pas répondu. Alors ça, c'est au IIIe siècle. Ensuite, Porphyre, qui écrivait en grec, sera traduit un peu plus tard, je crois que c'est au Ve siècle, par Boès. Hein, donc ça sera traduit en latin à ce moment-là. Et donc c'est le texte de Boès qui va parvenir au Moyen-Âge et qui sera utilisé donc par les philosophes théologiens, en particulier du XIIe siècle. Alors on peut se demander pourquoi d'un seul coup, au XIIe siècle, on s'est interrogé, on s'est posé ces questions, on s'est intéressé à cet organon et à cette isagogée de Porphyre. En fait, on ne le sait pas très bien. Mais on suppose que ça a un lien avec une réflexion sur la théologie trinitaire. On sait que dans le christianisme, il y a un problème, il y a un mystère, on va dire en termes religieux, qui est que c'est une religion qui se veut monothéiste, donc il y a un seul Dieu, mais en fait ce Dieu apparaît sous trois formes, trois personnes différentes, qui sont Dieu le Père, Dieu le Fils, hein, Jésus-Christ, et puis le Saint-Esprit. Donc on se retrouve avec un mystère qui est un seul Dieu, mais trois personnes. Et donc là, on voit le lien entre les universaux, hein, c'est-à-dire les substances secondes. C'est-à-dire, est-ce que ces trois personnes sont des substances premières et Dieu serait la substance seconde? Enfin, on voit qu'il y a un lien entre donc, cette réflexion sur la substance première et la substance seconde et le mystère de la Trinité. C'est une hypothèse. Hein. Mais c'est vrai que la plupart de ces théologiens dont on va parler vont souvent écrire et vont souvent traiter de cette question de la Trinité et vont la traiter en relation avec leur réflexion sur les universaux.
Alors, le premier philosophe dont je vais parler, principalement, c'est Pierre Abélard. Donc, Abélard connu pour sa mésaventure avec Héloïse. Abélard est né à la fin du XIe siècle. Donc, comment dire, il fera l'essentiel de sa carrière philosophique au XIIe siècle, au début de la première moitié du XIIe siècle. Il est né en Bretagne, à côté de Nantes, au Palais. Et puis il a reçu une éducation littéraire. Son père était probablement un chevalier, petit noble, donc une petite noblesse. Mais il a voulu donner à ses fils une éducation littéraire. Il leur a appris le latin, lettres latines, etc. Et donc Abélard avait des facilités, avait des grandes qualités dans ce domaine-là. Et il décide d'abandonner, parce que c'était l'aîné, il décide d'abandonner son droit d'aînesse pour aller s'instruire, aller fréquenter les grands maîtres. Et là, donc, il va rencontrer un premier maître qui est Rosselin de Compiègne, mais il ne va pas le rencontrer à Compiègne, mais à Loches, en Touraine. Et Rosselin de Compiègne, excusez-moi, est le représentant donc d'un des deux mouvements qui vont structurer cette querelle des universaux. C'est-à-dire, lui, c'est un représentant de ce qu'on va appeler les nominalistes. Alors, à l'époque, on n'utilisait pas ce mot-là, le mot apparaîtra beaucoup plus tard, mais bon, au niveau de la doctrine, Rosselin de Compiègne est un représentant du nominalisme, enfin, un représentant d'un courant du nominalisme. Personne n'était tout à fait d'accord dans ces histoires. Alors, il faut comprendre, donc, là, je vous parle de nominalisme, je ne vous ai pas dit ce que c'était. Sur cette question donc, de la substance seconde, de la nature de la substance seconde, il va y avoir deux types de réponses. Il va y avoir ce qu'on va appeler les réalistes. Les réalistes croient à la réalité des substances secondes. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'elles existent sous une certaine forme, mais elles ont une existence réelle. C'est pour ça qu'on les appelle les réalistes. Alors c'est assez bizarre parce que leur position de penser que des choses abstraites comme les espèces et les genres existent, on appellerait plutôt ça aujourd'hui les idéalistes, c'est-à-dire qu'ils croient aux idées. Mais à l'époque, on appelait ça les réalistes. Donc quand on parle de réalisme en philosophie, il faut toujours bien faire attention de quoi on parle. Si on parle de la philosophie au Moyen-Âge ou de la philosophie par rapport à ces questions d'universaux, parce qu'on en parle encore au XXe siècle, comme disait Claude Panassiot. Donc à ce moment-là, les réalistes croient à la réalité des substances secondes, donc des catégories, des genres, des espèces, tout ça. Et à l'opposé, vous avez les nominalistes, qui ne croient pas à cette réalité, qui considèrent donc que, sous une forme ou sous une autre, les substances secondes ne sont que des mots, ou des concepts, ou des idées, mais n'existent pas réellement. Donc, Rosselin de Compiègne est et même si c'est le premier quasiment connu, le premier nominaliste connu, il a une thèse assez radicale, puisqu'il dit les universaux, oui, ne sont que des mots, il utilise même l'expression flatus vocis, donc en quelque sorte des sons verbeux, vraiment des sons, même pas des mots, des sons. Vraiment, pour lui, ça n'est rien. Et la conséquence de ça, c'est que Rosselin défend une thèse assez audacieuse sur la Trinité, puisqu'il défend que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes complètement séparées. Donc en quelque sorte, il y aurait trois dieux. Donc forcément, cette position va être condamnée par l'Église. Condamnée, mais enfin bon, Rosselin de Compiègne, enseignait, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'a pas été jugé hérétique, il n'a pas été brûlé, vous voyez. Donc au Moyen-Âge, on pouvait défendre des positions comme ça, très, très audacieuses, très contraires au dogme, sans être inquiété. Bon, il n'avait pas un poste, enfin, on va dire, très important, mais n'empêche que, voilà, il a pu enseigner. Alors, Abélard n'était pas d'accord avec cette thèse. Lui, il a toujours eu une position un peu intermédiaire entre le nominalisme, enfin, ce qu'on appellera un nominalisme pur et un réalisme pur. Mais bon, il va combattre la position de Rosselin. Abélard combat toujours à un niveau logique, c'est un grand logicien, ce qui fera de lui d'ailleurs Victor Cousin, le philosophe du XIXe siècle, qui est le créateur de l'agrégation de philosophie,
considérera Abélard comme le plus grand philosophe français avec Descartes. Voilà. Donc c'est pas rien, mais c'est vrai que c'est un logicien de très haut niveau. Donc il va quitter Loches et donc Rosselin, il va arriver à Paris, là il va rencontrer Guillaume de Champeaux, et Guillaume de Champeaux est un réaliste. Et donc Abélard va s'opposer à Guillaume de Champeaux. Il va même, selon lui, parce que donc Abélard raconte tout ça dans une pseudo-lettre, on ne sait pas très bien à qui il l'a envoyé, qu'il appelle l'histoire de mes malheurs, bon, dans lequel il raconte ses malheurs avec Héloïse, hein, tout ce qui lui est arrivé, mais aussi sa vie intellectuelle. Donc c'est un témoignage très intéressant. Et donc d'après lui, il a complètement, comment dire, combattu les thèses, victorieusement les thèses de Guillaume de Champeaux. Abélard est assez... Il a abandonné le métier des armes, mais il est resté assez combatif dans sa façon de concevoir la philosophie. Et donc il prétend avoir combattu victorieusement les thèses de Guillaume de Champeaux, qui l'a plus ou moins fait chasser de Paris. Donc c'est vrai que la position, on peut signaler quand même, la position officielle de l'Église à l'époque, c'était plutôt le réalisme. Et donc ceux qui étaient en poste, hein, comme professeurs dans les écoles liées aux cathédrales ou au monastère, étaient plutôt des réalistes, alors que les professeurs comme Abélard, plutôt indépendants, mais ça existait, c'est ça qui est intéressant, hein. Bon, il avait probablement des protections chez des puissants, Abélard, mais n'empêche qu'il a pu enseigner des thèses, alors qui n'étaient pas aussi radicales que celles de Rosselin, mais qui étaient quand même, qui n'étaient pas du réalisme pur. Alors il défendait une thèse de statut, c'est-à-dire qu'il y avait dans les substances premières, ce qu'il appelait le statut, qui faisait qu'on pouvait identifier toutes ces substances premières, les regrouper dans des substances secondes. Alors, il faut reconnaître que la question mérite d'être posée, hein. Aujourd'hui encore, si vous écoutez des émissions, enfin des grands biologistes, la notion d'espèce, par exemple, n'est pas très clairement définie. Qu'est-ce qui définit une espèce? C'est pas évident. Donc il faut s'imaginer qu'au Moyen-Âge, c'était encore moins évident. Qu'est-ce qui fait que deux êtres différents, malgré tout, je sais pas, un cheval brun et un cheval blanc, bah, ils sont différents, et en même temps, on va tous les deux les identifier comme des chevaux. Alors pourquoi? C'était assez mystérieux à l'époque. Donc voilà les thèses d'Abélard. Abélard a été, donc il a été combattu par Guillaume de Champeaux, il a été combattu par Bernard de Clairvaux, hein, un des animateurs du mouvement cistercien. Il a été interdit d'enseigner, il a été chassé de Paris, il est revenu, il a créé des écoles, enfin c'est assez intéressant d'étudier ça. Mais en fait, donc sa vie n'a pas été de tout repos, il faut le reconnaître. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé au XIIe siècle. Au XIIIe siècle, cette question a été un peu moins... Ah si, pour finir, sur Abélard, il a quand même été condamné 2 fois dans des conciles, le concile de Troyes et le concile de Sens. Bon, sans plus de conséquences que ça, hein. À chaque fois, il a été condamné. Bon, mais comme il avait des protections, il a pu continuer à enseigner. Mais vous voyez, donc, voilà, on était condamnés dans des conciles, on n'avait plus le droit d'enseigner, mais on s'arrangeait pour pouvoir quand même enseigner dans des lieux un peu à l'écart, hein. C'est Abélard et d'autres sans doute, mais qui ont créé toute cette, comment dire, cette sphère, ce lieu intellectuel qui est la montagne Sainte-Geneviève. Hein, c'est assez marrant de voir qu'aujourd'hui, bon, c'est le quartier latin, c'est là qu'il y a beaucoup d'universités et d'écoles. Eh bien, ça prend sa source, cette montagne Sainte-Geneviève à Paris, au Moyen-Âge, à l'écart de l'école de Notre-Dame. Hein, donc, des gens comme Abélard allaient enseigner dans des camps de fortune. Ils racontent ça, les étudiants faisaient eux-mêmes, construisaient des cabanes. Enfin, vous voyez, on dirait un peu ça évoque les ZAD, un peu, ce genre de groupement. Et là, donc, ils créent des écoles parallèles, hein, des écoles alternatives, on dirait aujourd'hui, qui enseignaient des thèses non officielles. Donc ça, c'est le XIIe siècle. Au XIIIe siècle, la question des universaux se pose moins. Je ne dis pas qu'il ne se passait rien, mais bon, voilà. Ce qui va être intéressant, c'est le XIVe siècle. En particulier avec un philosophe, un théologien anglais, qui s'appelle Guillaume d'Occam.
et qui, lui, va quasiment clore, on va dire, la question. Guillaume d'Occam est un personnage assez intéressant qui a défendu des thèses qui nous paraissent tout à fait contemporaines. Par exemple, pour lui, il fallait séparer complètement les questions spirituelles des questions temporelles. Donc, l'Église n'avait pas à se mêler de la vie des princes, de la nomination des princes, etc., et les querelles qu'il pouvait y avoir entre princes, entre puissants, et en même temps, les puissants politiques ne devaient pas se mêler de la vie religieuse. Hein. C'est une sorte quand même de laïcité avant l'heure. Hein. Le mot, bien sûr, est complètement anachronique, mais malgré tout, ça ressemble beaucoup à la laïcité. Donc il avait comme ça des thèses assez radicales et assez modernes. Hein, pour une personne du 20e, 21e siècle qui lit ça, c'est quand même très, très moderne. Et la conséquence de ça, entre autres, c'est qu'il disait enfin, que la question de la Trinité, ben, c'est de la foi. Ça n'est pas la philosophie qui doit déterminer la question de la Trinité. La question de la Trinité, c'est une question de foi, et donc on la met de côté en philosophie. Par contre, donc, sur la question philosophique des universaux, il était très clair, il n'existe que des entités singulières. Point. C'est-à-dire, les universaux sont des concepts, en quelque sorte, hein, des idées créées par l'esprit humain en observant la nature. Et donc, ce qui est intéressant aussi chez Guillaume d'Occam, c'est qu'on voit apparaître une forme d'embryon, enfin d'empirisme. Hein, c'est-à-dire qu'en observant la nature, on peut comment dire, identifier des espèces et des genres. Hein. Alors pareil, Occam a été un peu embêté hein, par l'Église, il a été poursuivi. Il est parti d'Angleterre, il a dû se rendre à Avignon. À l'époque, les papes étaient à Avignon pour défendre sa cause. Les thèses occamistes ont fait l'objet de condamnations à Paris, ce qu'on appelle les statuts parisiens là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une sorte de décret qui interdisait l'enseignement des thèses occamistes, ce qui n'a rien empêché. Les thèses occamistes ont continué à être enseignées, parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, et ça c'est l'intérêt de cette querelle, c'est ce que disait Claude Panassiot, c'est quasiment toutes les philosophies modernes, en quelque sorte, descendent du nominalisme. C'est-à-dire que, en tout cas, les interrogations proviennent de la réflexion sur la querelle des universaux, et en particulier le nominalisme. Parce qu'en fait, le nominalisme, déjà, nous interroge sur le langage. Hein. Donc, puisqu'en fait, on a des mots qui ne correspondent pas à des choses. Hein. On a des mots comme les genres, les espèces, mais après, par extension, d'autres mots. Hein. Par exemple, un peuple, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Vous voyez, en sociologie ou en politique. Qu'est-ce que c'est qu'une classe sociale? Qu'est-ce que c'est que... vous voyez, dans un peu tous les domaines, on peut comme ça identifier des noms qui correspondent à des groupements d'objets, d'êtres vivants, de catégories sociales, enfin tout ce qu'on veut, mais qui ne correspondent pas à des choses. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est? Hein. Donc, philosophie du langage, est-ce que les mots désignent des choses ou pas, enfin, etc. Philosophie de la connaissance, comment est-ce qu'on construit ces concepts, ces idées, ces substances secondes, comme on dirait en sens aristotélicien. Donc c'est de l'épistémologie. Vous voyez, donc ça a des conséquences en logique, bien entendu, en métaphysique, etc. Donc la réflexion sur les universaux, c'est une réflexion qui est universelle, si j'ose dire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au XXe siècle, il y a des philosophes comme Quine ou d'autres, Armstrong, qui se sont vraiment intéressés à cette question et qui se sont demandé s'ils étaient nominalistes ou pas, et s'ils étaient nominalistes, qu'est-ce que ça voulait dire. Enfin, donc, certains philosophes du XXe siècle se sont placés dans la continuité totalement des philosophes d'un Occam, par exemple. Hein. Donc voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Alors je voudrais terminer par une petite bibliographie. Hein, si vous avez été intéressé, quels sont les livres qui permettent
de traiter ce sujet. Alors, en premier, je pense qu'il est intéressant de lire le livre d'Aristote lui-même, hein, donc les catégories ou de l'interprétation. Enfin, il y a plusieurs éditions, hein, de l'Organon, ou donc l'Organon en général, donc tout l'Organon, ou bien juste les catégories. Donc là, je vous montre de chez Vrin juste un livre sur les catégories. Alors, sur la querelle des universaux, le livre de référence, c'est le livre d'Alain de Libera, La querelle des universaux, de Platon à la fin du Moyen-Âge, le professeur au Collège de France, vraiment le grand spécialiste français du sujet. Là, vous avez absolument tout sur la querelle des universaux. Sur le nominalisme, il y a un livre de Claude Panassiot, chez Vrin, sur donc le nominalisme à travers, on va dire, c'est des textes, hein, donc c'est des textes clés, comme on dit, les textes clés du nominalisme. Vous avez alors là, vous avez des textes donc, du Moyen-Âge, les textes de Porphyre, des textes du XXe siècle, de Price, de Goodman, de Campbell, enfin, donc, qui sont des philosophes analytiques, hein, du XXe siècle. Donc, des textes clés du nominalisme, là, vraiment, c'est vraiment intéressant. Un autre ouvrage qui est Enquête sur le nominalisme. Alors celui-là, j'hésite un peu à vous le conseiller, parce qu'en fait, il n'est plus édité. Donc il faut le chercher d'occasion, il faut pas mal chercher. J'ai beaucoup cherché pour l'avoir. C'est la thèse de quelqu'un qui s'appelle Jean Largeau, qui parle du nominalisme à travers les différentes époques. Alors donc, il fait référence à, bien sûr, les philosophes du Moyen-Âge, mais après, des gens comme Hobbes, etc., le nominalisme moderne, et puis après, donc, le nominalisme et la science. Enfin, c'est vraiment un livre assez complet sur le nominalisme, à la fois historique et puis transversal sur les différentes disciplines, en général scientifiques, qui sont impactées par le nominalisme. Alors, sinon, après, du point de vue plus historique, dans le placement de la philosophie du Moyen-Âge, au Moyen-Âge plutôt, donc vous avez par exemple ce livre d'Étienne Gilson, La philosophie au Moyen-Âge. Bon, il y a d'autres ouvrages, celui-ci je le trouve bien, mais il y en a un de Libera aussi, que je dois avoir quelque part là. Bon, c'est intéressant parce que à chaque fois, ça replace cette querelle et les différentes positions dans l'évolution de la société. Par exemple, dans cet ouvrage, Étienne Gilson parle du lien entre le développement d'une certaine philosophie et le développement des villes au XIIe siècle. Enfin, vous voyez, donc le côté vraiment historique. On retrouve cet aspect-là aussi dans ce livre que je trouve vraiment super, que j'aime beaucoup, qui est un livre de Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen-Âge. C'est un petit livre, hein, il fait 200 pages, je crois, environ. Oui, c'est ça. Vraiment passionnant. Il va du XIIe au XIVe, XVe siècle, je crois, sur comment ça se passait en pratique, la vie intellectuelle au Moyen-Âge. Donc les relations, j'ai fait certaines allusions, hein, ce qui se passait dans les écoles. Bon, vous trouvez plus de détails là-dedans, entre l'église, comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'église avec les prêtres, les évêques, les archevêques, donc cette branche-là de l'église, et puis la branche monastique. Alors, on sait que c'était deux branches séparées dans l'église, avec des petites luttes, et ça avait de l'influence sur la vie intellectuelle. Et puis sur le personnage d'Abélard en particulier, la correspondance. Bon, alors là, je vous montre l'édition chez Folio, mais tous les éditeurs ont une édition d'Abélard et Héloïse. On trouve donc dans cette correspondance l'histoire de mes malheurs, écrite par Abélard pour une sorte d'autobiographie. Hein. Et puis ensuite, il y a tous les échanges épistolaires entre Héloïse et Abélard. C'est vraiment, vraiment intéressant. On découvre une Héloïse très, très intellectuelle, très, très intelligente, qui s'exprime merveilleusement. Enfin, ça donne une image aussi de la femme au Moyen-Âge qui est tout à fait surprenant, je dirais même, hein, par rapport à ce qu'on s'imagine toujours du Moyen-Âge. Voilà. Avec ça, déjà, c'est pas mal. Bon, j'ai plein d'autres livres, mais je vais pas tous vous les conseiller.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude. Donc j'espère qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, bah, merci, comme d'habitude, hein, merci de la récompenser d'un petit pouce vers le haut. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, hein, c'est toujours pour moi très intéressant, c'est un peu ce qui justifie pour moi ces vidéos, c'est d'arriver à échanger avec vous pour échanger des idées, tout simplement. C'est le principe de la philosophie pour moi. Voilà, donc je vous remercie encore pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.